De retour en français avec Marc Lalonde, Philippe Pierre-Pierre, Jacques de Courville-Nicole à Ottawa. J'aimerais savoir, on va commencer peut-être avec Philippe cette fois-ci. Philippe, quand tu es arrivé ici à Calgary pour la première fois, est-ce que tu te sentais vraiment dans un pays bilingue? Eh bien, pour dire vrai, en laissant le pays, en laissant Haïti et rentrant au Canada, là, les amis, tout le monde me disait, OK, oh, vous allez au Canada, là, ça va être facile, c'est un pays bilingue, là, tout ça, vous n'allez pas avoir de problème. Mais en arrivant à Calgary, j'ai constaté quelque chose de tout à fait différent, là. Premièrement, en essayant de changer mon permis de conduire, et que j'ai vu que ce n'était pas possible de passer le test en français. C'était seulement disponible en anglais. C'était mon premier choc, là, en arrivant. Et puis, après ça, j'ai dû probablement... ce que j'ai dû faire, justement, c'est de mémoriser le livre en anglais pour pouvoir passer le test. Parce que je ne connaissais rien en anglais. Donc, j'ai dû pratiquement aller et puis essayer de lire le livre en anglais pour passer mon test. Parce que sans voiture, c'était vraiment difficile pour le déplacement, le boulot, aller à l'école et tout ça. Et après ça, j'ai essayé de m'adapter parce que quand on arrive premièrement, dans un pays différent et puis aussi pour apprendre l'autre langue, c'est pas toujours facile. Et puis, mais au Canada, quand j'espérais trouver quelque chose de beaucoup plus souple, la transition allait être beaucoup plus facile pour moi, mais ça n'a pas été le cas parce que je pense qu'à cette époque, c'était peut-être seulement 10 à 15% de la population qui parlait français. Ça a été un peu difficile. Ça a été un petit peu plus un choc que tu pensais, là. Oui, ça a été un choc, je pourrais dire carrément, ça a été un choc parce que c'était pas du tout ce que je pensais. Et puis toi, Marc, le changement de la Saskatchewan à l'Alberta, est-ce que c'était semblable ou est-ce que tu as vu une différence, une grosse différence? Non, parce que, disons que j'imaginais ça à l'autre extrémité des possibilités. Moi, j'avais vécu à Saint-Victor, à Gravelbourg, à Saint-Boniface. C'est des centres, Saint-Victor un peu moins, des centres francophones de l'Ouest quand même, où on sait qu'il y a une présence francophone, c'est accepté, ça fait partie de la ville. En déménageant à Calgary, j'avais l'impression que je venais dans le heartland anglophone, là. Non seulement il n'y avait pas beaucoup de francophones là, mais on ne les voulait pas. On ne voulait pas les voir. J'avais vraiment l'impression du redneck anglophone là, qui ne voulait rien savoir du français. Puis ça a pris... Puis je crois que c'est une perception que beaucoup de francophones de l'Ouest en particulier, ils ont cette perception-là. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que c'était une petite minorité qui parlait fort, qui était comme ça. Et puis, aussitôt qu'on les affrontait, ils changeaient d'avis presque immédiatement. Alors, mon père faisait ça beaucoup, Roger Lalonde, et moi, j'en ai fait aussi. Ce qui m'a surpris de temps à autre, au point maintenant où je ne le vois plus comme ça du tout. C'est une ville beaucoup plus métropolitaine. On entend parler le français aux épiceries et beaucoup d'autres langues aussi. Alors, c'est devenu assez commun et beaucoup moins homogène que ça l'était. Et puis toi, Jacques, est-ce que tu vis constamment dans les deux langues à Ottawa ou principalement en anglais? Oh mon Dieu, non. Moi, je vis principalement en langue française. Quoique j'ai été en affaires pendant presque 40 ans et nécessairement, en affaires, on fait affaires dans les deux langues officielles du Canada, donc en anglais et en français. J'ai un grand nombre d'amis anglophones et j'ai un grand nombre d'amis francophones. Donc, pour moi, l'utilisation des deux langues officielles du Canada, c'est une chose naturelle. Évidemment, j'ai appris l'anglais quand j'étais petit bonhomme. Alors aujourd'hui, c'est seconde nature pour moi de pouvoir utiliser les deux langues du pays indifféremment. OK. Et toi, hein?
Et moi, quand je suis arrivée ici, la première fois, je pensais que je faisais partie là, il y avait une télésérie là, en anglais, ça s'appelait Dallas. Et puis là, c'est l'impression que j'ai eue. Oh mon Dieu, c'est Dallas. J'ai trouvé ça un peu difficile au début parce que, comme tu dis, j'ai senti que les gens ne voulaient pas tellement de francophones dans la ville de Calgary. Mais comme toi, je trouve que ça a changé beaucoup maintenant et puis les gens sont vraiment contents d'avoir des francophones. Et puis surtout qu'il y a beaucoup de francophones du Nouveau-Brunswick et du Québec qui viennent travailler maintenant en Alberta. Donc, il a fallu que l'Alberta s'accoutume à ça, si on peut dire. Mais pour revenir à Ottawa, Jacques, Oui. là, le mouvement là, pour rendre la capitale d'Ottawa officiellement bilingue là, est bien parti. Là. Ça fait déjà quelques mois. On a déjà, écoutez, ça fait un peu plus qu'un mois là, qu'on a lancé officiellement. On a déjà l'appui du Parti libéral du Canada, de l'opposition officielle. Je ne suis pas certain que M. Harper va nous appuyer dans ce sens-là, mais néanmoins, j'ai toujours bon espoir que les Canadiens vont pouvoir reconnaître l'importance d'avoir deux langues officielles dans un pays comme le nôtre. Vous savez, il y a 750 millions d'anglophones sur la planète, mais il y a 250 millions de francophones. Je dis toujours que si ce milliard de citoyens planétaires s'entendaient, collaboraient ensemble de façon plus harmonieuse que le Canada, mais serait un leader à l'échelle de l'ensemble des pays du monde. Alors, ce n'est pas négligeable. Les deux langues, française et anglaise, les deux cultures, sont de vieilles cultures, mais ce sont des cultures transcontinentales. J'écoutais notre ami haïtien tout à l'heure qui parlait du créole en Haïti. Eh bien, c'est pas parce que le créole, c'est pas une langue qui est acceptable, mais simplement, c'est pas une langue transcontinentale. Même la Chine, qui est une langue interne, évidemment, une population plus grande que celle des anglophones et des francophones combinés, mais ce n'est pas une langue qui déborde les confins géographiques de la Chine. Alors, ce que j'essayais de dire, dans le fond, c'est que la langue transcontinentale de deux vieilles civilisations qui se sont confrontées dans le passé, mais qui se sont, comme dirait Pauline Julien, ils se sont retournés de bord puis ils se sont embrassés. On a fait des compromis, on a réussi à s'entendre. Et puis, c'est ça qu'il faut vraiment promouvoir au pays. Pas les divisions, pas ceux qui voudraient nous étouffer, nous empêcher d'avancer ou de croire ou de prendre notre place au soleil, mais bien pour tous les anglophones et les francophones qui sont de vrais Canadiens et puis qui croient que le pays est tout à fait bien intentionné de pouvoir faire des liens plus étroits et reconnaître les droits des francophones et des anglophones à travers tout le pays. Mm-hmm. Et pourquoi tu penses que les gens sont un peu réticents de faire de la capitale nationale une capitale bilingue, une ville bilingue? Bien, écoutez, je pense que dans la normalité des choses, les gens sont toujours réticents à faire des changements. Ils craignent que ça va changer leur style de vie, que ça va leur mettre des contraintes, que ça va leur poser toutes sortes de problèmes. Mais on ne demande pas à tous les Canadiens d'être personnellement et individuellement bilingues. On demande aux institutions d'être officiellement bilingues. C'est-à-dire que l'institution se donne les moyens nécessaires pour assurer que la langue de travail, la langue de service, la langue de communication, la langue de l'emploi, en fait, que la langue officielle de la municipalité, par exemple, de la capitale du Canada, soit capable de reconnaître également le statut, les droits, les privilèges
des francophones et des anglophones. C'est quand même pas beaucoup. On ne demande pas ça à l'ensemble du pays, on demande ça à la capitale du pays. Et d'après moi, on éviterait tous les accrochages que l'on a connus depuis 1960, par exemple avec les séparatistes, les bloquistes, les souverainistes, puis tous ceux qui ne sont pas de bonne humeur parce qu'ils ne sont pas satisfaits que le Canada anglais les comprend bien, et vice-versa, les groupes comme le CORE, la PEC et combien d'autres qui s'opposent à toute forme, comment je pourrais dire, de liberté et d'accès au pouvoir et aux avantages économiques d'un pays comme le Canada. Eh bien, ces gens-là, ce sont des minorités vocales qui ont des droits, qui ont aussi la capacité et le droit de parler, mais ce n'est pas ceux-là qui représentent, ceux et celles-là qui représentent, d'après moi, les valeurs fondamentales des Canadiens. Je pense que les Canadiens, en règle générale, sont généreux, sont intelligents, ils font des compromis, ils ont bâti un pays depuis plus de 150 ans, puis j'irais même depuis 1760, ou même avant. Les francophones sont ici depuis 400 ans, les anglophones un peu moins, mais on s'est entendu. Là, on rapatrie l'acte de Québec à Québec pour pouvoir permettre aux Québécois de savoir comment ça s'est fait, la transition entre la France et l'Angleterre. Certains éléments anglophones se sont opposés à ça avec violence et avec force. Pourquoi? Je veux dire, c'est normal que dans un musée qu'on est en train de refaire à Ottawa, où on va étaler les différents jalons de l'histoire de notre pays, de nos peuples, que l'on puisse savoir exactement comment ça s'est passé, les erreurs du passé, les avantages du passé, et aussi pour pouvoir tourner la page au 150e anniversaire de la Confédération et faire avancer le pays comme un pays exemplaire pour les peuples du monde. Il y a beaucoup trop de discorde, de guerre, de confrontation, de malheur à l'ensemble de la planète de ces temps-ci pour qu'on puisse négliger cet élément essentiel de l'amitié, de la confiance et de la participation entre nos amis canadiens, anglophones et francophones. Ce que le mouvement fait la promotion de, c'est l'unité du Canada, l'amitié entre les francophones et les anglophones, la tolérance entre nos deux groupes fondateurs, la participation des Autochtones, des Métis, en fait, de tous ceux qui ont été à l'origine du pays. On leur dit, travaillez ensemble, bâtissons un meilleur pays et bâtissons un pays de compromis, de générosité et d'ouverture d'esprit. Voilà. Okay, très bien dit. Et puis, la pétition, là, maintenant, vous avez combien de noms dans le mouvement? Là? Combien de gens ont participé? Oh mon Dieu, ouais. Présentement, le mouvement étudiant de l'Ontario, le REFO, qui contient à peu près 23 000 étudiants et étudiantes du niveau postsecondaire, circule une pétition depuis quelques semaines à peine à travers tout le Canada. Il y a plusieurs milliers de signatures qui ont endossé la position du mouvement. Ensuite de ça, il y a évidemment le centre qui est à Calgary, le centre de documentation capitale, qui lui aussi recrute un nombre considérable, plusieurs centaines de signataires à la pétition. Mais c'est plutôt un appui comment je pourrais dire, au mouvement. Il y a une quarantaine d'organismes qui ont décidé d'appuyer et d'embarquer, qui vont faire des déclarations d'ici à 2017 pour démontrer leur appui au mouvement. Il y a un paquet de professeurs, de politiciens, d'individus, et ainsi de suite, de Canadiens, d'un bout à l'autre du pays, qui appuient le mouvement. Puis, je dirais, il y a les maires, les Acadiens nous appuient, la Société nationale des Acadiens, la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, excusez. Oui. Excuse-moi, Jacques, mais je suis obligée de te couper là, parce qu'on est à court de temps. Mais je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de chance avec le mouvement. Puis on espère tous, même ici dans l'Ouest, qu'Ottawa va devenir une capitale bilingue d'ici tôt. Merci beaucoup. Vous êtes merveilleux. On apprécie votre appui. À la prochaine, tout le monde.